Rebonjour. Ça me fait plaisir de voir que la salle s'est bien remplie. Je crois que notre pari de délocalisation est réussi. Faire un discours de politique générale quand on est président du SNEL, c'est, me semble-t-il, situer cette politique dans le contexte général qui est celui de notre système éducatif et au-delà celui de notre société française. C'est aussi relier notre action à celle des deux grandes institutions dont nous dépendons et avec lesquelles nous interagissons, le ministère de l'Éducation nationale, pour la totalité des gens présents ici, et l'enseignement catholique pour 90% des adhérents du SNEL. Enfin, c'est situer les niveaux d'intervention possibles qui peuvent être les nôtres et articuler l'action de tous les acteurs engagés que doivent être nécessairement les chefs d'établissement du SNEL et leurs mandatés locaux ou nationaux. Cela pourrait se résumer par une méthodologie d'approche bien connue dans l'exercice de notre métier: s'élever pour mieux voir, relier pour comprendre, se situer pour agir. Alors, partons d'abord du contexte général. En janvier 2019, nombre de discours étaient pessimistes. Ils faisaient très souvent allusion au mouvement des Gilets jaunes pour illustrer la pensée du moment. Les locuteurs évoquaient cette France où les gens ne se comprennent plus, où ils ne se parlent plus, et pour tout dire, où ils n'ont plus vraiment envie de vivre ensemble. Parce qu'il fallait énoncer rapidement les causes de cette ambiance négative, très pesante, les commentateurs et amplificateurs de l'actualité, que sont les journalistes et les hommes politiques, ont repéré des catalyseurs circonstanciels, comme la hausse du carburant et plus généralement les taxations pesant sur les foyers, ou encore la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes départementales et nationales, limitation supposée pénaliser lourdement les déplacements dans le monde rural, un monde supposé réputé oublié, méprisé par les élites parisiennes. Au-delà de ces premières explications factuelles, les experts, que sont les sociologues, les politologues, les historiens, ont argué de la perte des ancrages politiques traditionnels suite à la désintégration des grands partis républicains de droite et de gauche, ainsi que de l'affaiblissement considérable des corps constitués, législatifs et judiciaires, de l'affaiblissement des syndicats professionnels, sans oublier l'échec cuisant de l'école républicaine, une école qui n'arrive plus à être le creuset de notre unité nationale. La combinaison de toutes ces causes majeures pouvait expliquer la chienlit qui s'installait dans notre pays. Au plus haut niveau de l'État, on a même comparé notre époque à celle des années 30, qui a vu le crépuscule de certaines démocraties et l'émergence des totalitarismes les plus fous. En décembre 2019, 12 mois plus tard, le quotidien de beaucoup de salariés, et notamment de ceux du SNEL, ainsi que les fêtes de fin d'année pour les nombreuses familles françaises, ont quelque peu été gâchés, et c'est un euphémisme, par des grèves à répétition contre une réforme des retraites, pas encore explicitement formulée, et pour laquelle les négociations n'avaient pas débuté. Alors que cette question de la pérennité des pensions concerne les générations actives actuelles, mais aussi celles de nos enfants, qu'elle est une des expressions fortes de notre modèle social, quand même extraordinairement solidaire et protecteur, eh bien, en dépit de cette importance, il est impossible d'établir un débat serein et respectueux sur ce sujet qui soit basé sur la compréhension des enjeux et non sur la défense des intérêts acquis par quelques-uns au détriment d'un système plus équitable, censé assurer une pérennité pour les générations futures. Alors, je ne sais pas comment vous vivez les choses en ce début d'année 2020, où les dérives se succèdent dans la rue, sur les réseaux sociaux, dans les locaux d'une centrale syndicale, dans une salle de théâtre, dans un restaurant. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je me suis quand même posé, sincèrement, une question ces derniers temps. Faut-il continuer à enseigner ou à faire ce métier de chef d'établissement où nous sommes censés contribuer à l'éducation de notre nation quand on en voit aujourd'hui
le résultat. Cette question est celle de la pertinence et de l'efficience de notre système éducatif et bien entendu la réalité de notre contribution spécifique en tant qu'enseignement libre. La décennie qui vient de s'écouler a réaffirmé plus que jamais qu'en France, l'école était un objet politique, source de fantasmes pour des idéologies qui s'affrontent au fil des alternances gouvernementales. En effet, qu'y a-t-il de bien réfléchi? Qu'y a-t-il de cohérent? Où est le fil rouge entre la refondation de l'école par Vincent Peillon, qui a induit la réforme du collège de Najat Vallaud-Belkacem, et l'école de la confiance de Jean-Michel Blanquer, qui a produit la réforme du lycée? Je ne suis pas certain qu'un élève de troisième, admis l'été en seconde générale et technologique, en comprenne bien le sens à sa rentrée en septembre. Par ailleurs, comment organiser durablement et sereinement les structures pédagogiques qui sont les nôtres, les enseignements au premier degré comme au second degré, quand dans un quinquennat, on a voulu recréer 54 000 postes d'enseignants pour surcompenser les 35 000 supprimés durant la mandature précédente, et qu'aujourd'hui, on veut à nouveau dégraisser le mammouth, ou tout du moins ne pas laisser repousser son pelage. Je ne suis pas certain que les enseignants et les chefs d'établissement comprennent bien le sens de ce pilotage budgétaire à la géométrie aussi variable. Dès lors, comment construire une société sereine, qui puise ses racines dans une école qui permet une maturation lente et intelligente des esprits, qui favorise l'acquisition d'une culture commune, créant du lien dans une même génération, mais également avec toutes celles qui la précèdent, quand nous ne sommes même pas capables de construire des parcours paisibles et cohérents durant les 15 années de formation d'un jeune? Quand serons-nous capables, en France, de considérer que l'éducation ne doit plus être un conflit entre une république, toujours aussi peu sûre d'elle, et un ancien régime disparu voilà 200 ans, entre une France de droite et une France de gauche, entre une France d'en haut et une France d'en bas, entre une France des pédagogues et une France des savants? Quand serons-nous capables d'utiliser le premier budget de l'État avec un objectif dépollué de toute ambition politicienne rapide, de toute idéologie égalitaire, parfaitement stupide et conduisant invariablement au résultat inverse? Quand serons-nous capables de nous concentrer sur l'essentiel, faire de l'école un endroit où l'on apprend avec sa tête, avec son cœur, avec ses mains? Évidemment, dit comme ça, on dira que c'est un peu trop référencé, alors je vais le reformuler. Faire de l'école un vrai lieu d'apprentissage intellectuel où chacun peut développer son autonomie cognitive en acquérant des connaissances et en exerçant son esprit critique, ce qui est très, très différent de développer une pensée commune, bien pensante et souvent minimaliste. Faire de l'école un lieu de vie où la fraternité n'est pas une inscription sur une affiche au fond d'une classe, mais où elle peut se vivre parce qu'on aime bien l'autre, dans ce qu'il nous ressemble, mais aussi dans ce qu'il a de différent, garçon, fille, issus d'un milieu modeste ou d'un milieu aisé, croyant ou athée. Faire de l'école un lieu où toutes les formes d'intelligence sont reconnues, celle qui inspire le tracé d'une courbe sinusoïdale, comme celle qui inspire une recette fabuleuse à un pâtissier, ou encore cette intelligence interpersonnelle qui rend cet auxiliaire de vie si admirable, sans oublier cette intelligence qui a du mal à s'épanouir à cause de la maladie ou du handicap. Cette école-là n'est pas une école qui s'imagine de haut en bas et de manière centralisée. Elle ne s'écrit pas à coups de lois, de décrets, de circulaires innombrables dont débordent nos boîtes mail. Elle n'a pas besoin d'un code de l'éducation qui s'enrichit tous les jours, devient de plus en plus volumineux, avec des articles qui viennent normaliser le réseau public comme le réseau privé. Elle ne se résume pas davantage à ces enquêtes quantitatives et qualitatives sur tout et n'importe quoi, ces calculs méticuleux d'heures poste et d'heures sup, d'IMP, effectués par des personnes n'ayant jamais vécu dans des établissements et ne sachant pas ce que c'est qu'un enseignant devant des élèves. Non, l'école que nous appelons de nos vœux est une école qui se situe dans la réalité de son environnement proche, de sa géographie, de son bassin de population, de son économie.
avec l'autonomie et les moyens nécessaires laissés à son chef d'établissement et aux équipes éducatives pour apporter la réponse la plus appropriée à cette réalité. Et aussi avec l'obligation qui lui est faite de coopérer avec les autres acteurs de l'économie sociale et solidaire de son territoire en relevant sa part de défi. Car l'apprentissage du bien vivre ensemble, du bon vivre ensemble, se fait à petite échelle, pas à pas, dans des cellules de vie de plus en plus grandes, la plus petite étant la famille, la communauté éducative de l'établissement étant la suivante. Si la société française est si fracturée, c'est parce qu'on veut la tricoter comme un chandail avec de très grandes mailles. Alors que pour cet ouvrage, il faut unir une petite maille à une autre et coudre les manches aux côtes. Ce n'est pas la broderie finale sur le torse qui fait la qualité du tricot, fût-elle intitulée « Liberté, égalité, fraternité ». Non, c'est au contraire la qualité du tissage patiemment obtenu avec une laine qui n'est pas toujours la même. Ce qui est important, c'est que tout le monde s'accorde sur le motif d'ensemble, sur le patron, mais que chaque partie puisse se réaliser dans son périmètre avec une belle densité. Ce n'est donc pas au ministre, au recteur ou au DAZEN de regarder au microscope toutes les cellules de vie que sont nos établissements. C'est au contraire à chaque établissement de regarder le corps national qui l'abrite et de contribuer au service d'éducation de la nation avec fidélité, mais en jouissant d'une autonomie qui lui permette de remplir sa mission de manière efficiente. Tant que l'État n'aura pas compris cela, l'école ne remplira pas sa mission d'édification, les fractures sociétales demeureront, s'amplifieront et finiront par désunir notre culture, notre modèle social, autrement dit, notre nation. L'enseignement catholique, dans son ensemble, avait, je le crois sincèrement, bien compris cet enjeu primordial qui est de disposer d'une bonne organisation scolaire faisant vivre le principe de subsidiarité. D'ailleurs, ce n'était pas très difficile pour lui de se ranger à cette vision, dans la mesure où, historiquement, il s'était constitué par la coopération puis l'unification dans un même réseau d'entités diverses, congréganistes ou diocésaines. Les établissements étaient premiers, tous créés pour répondre à des besoins éducatifs et sociaux particuliers à des époques variées dans des territoires très différents les uns des autres. Et le fait de les fédérer ne révèle pas d'une volonté de centralisation ou de normalisation. Aussi me semble-t-il important que le SNEL veille à ce que cette noble et belle institution reste bien sur cette même longueur d'onde. En effet, on peut être inquiet ici et là d'un certain mimétisme qui s'opère entre les structures de l'enseignement catholique et celles du ministère de l'Éducation nationale. Certaines tutelles ne se situent plus dans une posture d'accompagnement, mais bel et bien d'administration des établissements à distance. Là aussi, les enquêtes pleuvent, les procédures apparaissent, des salariés sont embauchés pour faire vivre et prospérer ces dispositifs et mettent à contribution la patience des chefs d'établissement ainsi que les finances des structures qu'ils dirigent. Alors, loin de moi l'idée de faire un amalgame. Ne mettons pas tous les responsables institutionnels de l'enseignement catholique dans le même panier. Car je le dis sans aucune hésitation, nombre de directeurs diocésains ou de responsables congréganistes sont autant épris de liberté que nous le sommes pour nos établissements dans le respect de la loi Debré. Avec eux, le SNEL travaille en bonne intelligence, en local comme en national. Il s'agit donc de se concentrer uniquement sur les dysfonctionnements, mais de le faire avec force. Ne laissons pas prospérer des directeurs diocésains de droit divin, démunis de qualités professionnelles et relationnelles, exerçant une autorité au titre d'une délégation reçue pour leur seul attachement à l'Église. Ils ne serviront pas cette dernière en règle générale, ni l'enseignement catholique en particulier, pas plus qu'ils n'apporteront
une contribution essentielle au service d'éducation de notre nation. Pour conclure, chers collègues, vous l'aurez compris, la tâche qui est celle d'un chef d'établissement du SNEL en 2020 sera rude et demandera un engagement conséquent. À titre individuel, vous devrez vous battre quotidiennement pour garantir la liberté et l'autonomie de votre établissement afin d'offrir à votre communauté éducative un service reconnu et efficace, fidèle à ses racines. Il le faut pour créer une maille élémentaire d'un système éducatif qui tisse réellement un motif d'ensemble pour une société plus sereine, plus unie, plus fraternelle. Au travers d'un collectif, vous devrez interagir et peser sur les institutions locales, publiques ou d'église pour les replacer dans une situation d'accompagnement et non pas d'administration. En cela, je l'espère, vous serez aidés par les délégués territoriaux du SNEL qui se doivent d'animer et de piloter ce collectif. Enfin, et l'occasion vous en sera donnée dans quelques minutes, il vous revient de choisir les représentants nationaux qui conduisent une politique générale au service de cette vision, ou au contraire d'en choisir d'autres qui incarneraient un courant différent. Mais si c'est la première option qui est retenue, alors vous devez vous tenir prêt à vous mobiliser, car notre politique générale en 2020 sera résolument offensive dans la réaffirmation de nos prérogatives en matière d'organisation des enseignements, de la vie scolaire, de la pastorale, de la gestion des ressources humaines et matérielles, et dans tout autre domaine qui définit l'expression de notre liberté et de notre autonomie. Merci.